Salut les curieux, salut les curieuses, bienvenue de nouveau chez Dev to be Curious, le podcast pour les devs curieux et curieuses. Ici Evan Boissonneau. On va parler aujourd'hui nouveautés, on se rapproche de belles nouveautés. Vous savez sans doute, chaque année on est rythmé par plusieurs livraisons. Deux pour Angular, React on sait pas quand, ça va bientôt arriver, et .NET une fois par an. Et là je vais vous parler des trois. Des trois parce que j'adore les suivre, on adore chez Dev2Bcurious les suivre et on adore développer avec les trois. Alors, tout d'abord, on va parler de React. Vous avez sans doute vu l'article qui est sorti il n'y a pas longtemps sur la documentation officielle. Donc c'était le 25 avril dernier, donc vous voyez, il y a 4 jours. C'est la nouveauté de React 19. Vous avez peut-être entendu parler de React 19, qui est encore en bêta. C'est en train d'arriver et il y a des super belles nouveautés. Deuxièmement, je parlerai d'Angular 18 qui va arriver avec pareil un petit secouage d'habitude avec Zoneless. Et je vous parlerai de .NET 9 qui arrivera lui au mois de novembre prochain. On a encore le temps de voir venir. Sachant que ça fait un peu jaser et il y en a qui considèrent que c'est pas une super version. On en discutera si vous voulez. Alors tout d'abord, on va parler de React avec React 19 et quelles sont les nouveautés. Alors ils ont introduit une notion de action. L'action, l'idée c'est de gérer des mises à jour asynchrones et donc ils ont voulu les enregistrer, en fait les officialiser avec cette gestion d'état à travers une partie, tout ce qui est data mutation, à travers donc une fonction, un hook qui va le gérer. On utilisait souvent le useState, le useTransition, c'est pas ça vous parle. Vous voyez ces idées-là. On faisait du start transition, on faisait toute la partie useState pour mettre à jour. On updatait le name, etc. Je ne sais pas si ça vous parle, toutes ces parties-là. Eh bien, ici, on va pouvoir mettre à jour beaucoup plus facilement cette partie-là. On va utiliser ce qu'on appelle les action state. Use action state. Voilà ce qui va arriver. On va utiliser ce qu'on appelle le use optimistic. Voilà ce qui va arriver. Et on va utiliser aussi le use form status. Alors, pour rapidement présenter, je vais le tester d'ici les prochaines semaines, le use action state va nous permettre en fait de gérer des fonctions asynchrones, par exemple de mise à jour du name avec le set update par exemple ou set name suivant ce qu'on veut faire. Donc ce use action state appelé avant, c'était appelé use form state, dans la release Canary par exemple. Ça vous a peut-être parlé. Donc c'est cette idée-là. Donc on en reparlera. On a vu aussi l'arrivée dans le form. Donc c'est une new form feature du React DOM qui est en train d'arriver. Et donc là, pareil, ça va permettre de mettre à jour beaucoup plus facilement le form. L'arrivée donc de use form status. Donc pour tout ce qui est design system, toute la partie construction design, on va avoir la possibilité en fait de travailler avec le contexte. Et dans plusieurs cas, en fait, on va pouvoir utiliser ce hook-là, useForm status. On en reparlera, ça va être vraiment pratique pour la gestion du contexte, par exemple d'un contexte pending pour gérer le disable. Vous irez voir ça. Et enfin, le use optimistic que je trouve assez intéressant dans cette partie-là, c'est un nouveau hook encore, de nouveau, puisque de toute façon tout fonctionne par rapport à ça. Donc c'est souvent qu'on utilise en UI, dans des patterns, toute la partie data mutation, où on part sur un principe optimistique, on travaille sur de la synchrone. C'est-à-dire qu'en gros, on envoie, on pense que c'est OK, même si c'est pas OK, on part sur l'affichage quand même. On va faire un set optimistic name, par exemple, sur le name. Même si l'envoi n'a pas été fait, même si la mise à jour n'a pas été faite. Vous savez, cette approche optimistique qui est j'envoie, et puis ça sera une autre gestion, un autre hook, un autre état plutôt, qui va me gérer, en fait, si ça était en erreur. C'est cette idée-là, en fait, qu'ils ont travaillé. On a l'arrivée de use aussi, qui permet par exemple de lire une promesse et de gérer ça avec un suspend. Ça peut être intéressant aussi. Donc, par exemple, un use promesse, et puis directement mon suspense va pouvoir être mis à jour directement. Je dis suspend, mais c'est suspense. Ok, donc vous verrez ça va être tout nouveau. Et enfin, il travaille exactement ce qu'on voit dans Angular aussi, toute la partie qu'on voit aussi dans Blazor. Blazor, ça existe depuis un petit moment quand même, pas tellement, mais depuis plusieurs mois. C'est l'arrivée en fait des components dédiés serveurs. C'est-à-dire qu'au lieu de penser une application SSR complète, on va penser une application hybride. C'est-à-dire d'un côté, elle peut être SSR et de l'autre côté pas. Et donc, c'est cette idée-là en fait qui arrive. Donc, ça a été inclus dans le Canary, pareil. Et cette fonctionnalité va nous permettre de faire des components, des serveurs components.
Et ça, c'est super intéressant. Et ils ont travaillé pareil sur les serveurs Action. Donc, il faut travailler avec un use server comme directive. Et automatiquement, en fait, ça va être reconnu comme action. Vous savez, c'est l'action que je décris juste avant là-dessus. Il y a le ref comme mise à jour qui peut être pris en property. On a toute une partie d'adaptation pour bien gérer toute la partie SSR. Et le contexte, maintenant, peut être utilisé comme provider. Donc, ça va amener une plus grande facilité, en fait, de gestion et même sur les refs. Voilà, donc on a des belles fonctionnalités qui arrivent dans React 19. Enfin, vous me direz, ça fait un petit moment qu'on le surveille. Hein. Enfin, ça y est, c'est cool, ça fait du bien. Yes, alors maintenant on va parler de Angular 19. Vous savez peut-être qu'Angular 19, il a deux grands buts. D'abord, officialiser, alors, ça paraît tout bête, mais la nouvelle version de la documentation Angular, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable. Je trouve qu'elle est dans exactement la même direction qu'a Angular en ce moment. Hein. C'est-à-dire plus de facilité d'adhésion, plus de facilité de compréhension, comparé à l'ancienne doc que moi je trouvais lourd et qui en plus était très confusante. Hein. Des fois on savait même plus où aller, quoi. Il y avait des infos, on les retrouvait sur 2 pages, un peu comme la MSDN, quoi. Donc il va y avoir des risques durant les recherches qu'on tombe sur l'ancienne avec la nouvelle. Bon voilà, mais l'idée c'est qu'ils veulent officialiser ça et avec aussi un nouveau logo. Genre, c'est le truc le plus important. Et maintenant, ils disent a new documentation for the same Angular, quoi. Je sais plus comment ils disent exactement ça, mais ça reste le même, quoi. Hein. Ça sert. Mais vraiment, à la fin, Welcome to the Angular Renaissance. Donc, c'est vraiment de dire que, oui, l'idée, c'est d'amener quand même une renaissance d'Angular. Et moi, ça, je trouve ça chouette parce que c'est exactement ce que je ressens depuis 3 versions. Hein, ça fait 3 versions. Et je vous en parle depuis longtemps hein, sur ce blog. Sur ce podcast. Ok, et à travers notre blog aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur Angular 18 Il y a des fonctionnalités comme Default Content qui va apparaître. Il y a aussi quand même toute une partie sur le nouveau template compiler. Vous savez que le template compiler, c'est un des points qui, si vous avez suivi tout ce que j'ai pu raconter sur ce podcast et les actualités d'Angular, vous savez que c'est un point qui a vraiment été le travail, je dirais, depuis Angular 9. Hein. C'est Ivy, hein, c'est Ivy qui a été là pour essayer de travailler, améliorer les performances sur la génération du template. Car peut-être que vous ne le saviez pas, mais le HTML qu'on utilise n'est pas le HTML qui est exécuté, pas du tout. Hein. Tout ça, c'est transformé dans du JS, des fonctions de génération qui parlent au DOM en fait directement. C'est des functional DOM. Et donc ils vont parler au DOM, ils vont dire écris ça, mets à jour ça, appelle mes fonctions Angular pour générer tel truc et telle mise à jour par rapport à notre directive. Allez voir, hein, le main.js, c'est super sympa, allez voir par rapport à ça, ou tous les lazy load, si vous faites du lazy load, faites du lazy load. Non, je n'ai pas le droit de donner d'injonction, mais quasiment celle-là est quand même importante. Bref, revenons à nos moutons. Eh bien, ce qui est présenté hein, dans un article c'est de NG News, hein, ils en parlent. Le compiler avant, c'était vraiment un gros monolithique. Hein, en fait, ils ont essayé d'améliorer ça, mais au bout d'un moment, un monolithique, on sait ce que ça donne. Hein. Donc, ils ont essayé de splitter en un système qui est beaucoup plus intelligent, avec un système de pipeline. Ça a apparu en 17.3. Hein, et donc, vous pourrez aller voir hein, une vidéo là-dessus qui parle de ça. Donc comment ils ont pensé le nouveau système de template. Et donc le @if, @else, @for, @defer et tout ça, c'est en lien avec toute cette mise à jour aussi. Hein, c'est avec toute cette mise à jour. Donc, clairement, on va arriver à ça. Et le deuxième point, qui est quand même le plus important, qui fait jaser une partie de la communauté Angular et qui rassure et qui plaît à toute l'autre partie, c'est toujours pareil, il y a toujours des aficionados et aficionadas des deux, eh bien, c'est donc l'arrivée des signal components, hein, donc ce qu'on appelle les signals, qui va nous permettre de travailler sans la zone. Et je vous remontrerai encore, je fais pas mal de live Twitch là-dessus, j'en ferai un demain après-midi d'ailleurs, si vous suivez cet épisode au 29 avril, il y a donc cette volonté de travailler sur le signal et montrer à quel point ça fonctionne. Donc Angular 18 arrive dans un mois, hein, et moins d'un mois maintenant, donc on va se préparer là-dessus, et on est vraiment sur cette idée de zoneless, signal et zoneless. Waouh! Donc c'est un nouveau système qu'on appelle Hybrid Change Detection, hein, et après zoneless Change Detection. Et cette idée, c'est de travailler en dehors de la zone. Hein, on va pouvoir travailler avec le Mark for Check, on va pouvoir travailler tout ce qu'on connaissait, mais vraiment sans la zone. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, la toute dernière, hein, la 18, la 17.3, amène cette idée-là, et waouh, c'est parti. Donc, ça y est, Angular est vraiment en train d'amener un coup de fouet. Enfin, enfin, à tout ce qui est souhaité depuis longtemps d'Angular. Comme je disais, il y a une partie des personnes qui disent attendez, Angular de base, il y a Angular 2 quand il est apparu, même Angular JS, hein, c'était de se dire que tout était automatisé. Tout était automatisé, c'était leur force de vente en fait, hein, et même leur marque de fabrique. Ouais, mais ça c'est bien pour des petites applis. Et on a vite remarqué
que c'est bien pour des petites applis, oui, vraiment. Et après, on va trouver plutôt des techniques pour, avec le on-push, c'était la première technique, hein. Puis après, le change detector ref, pour essayer de casser tout ça, parce que autrement, ça devenait vite un bordel monstrueux pour gérer toutes les mises à jour des detect changes. Ok, donc voilà. Et enfin, on va parler donc du coup de quoi? Des nouveautés de la .NET 9. Alors là, on est encore sur les prémices, mais voilà ce qui est mis sur la doc au 13 mars dernier. C'est vrai que j'avais pas fait d'épisode là-dessus. Le successeur de .NET 8 met l'accent donc sur les applications euh, native cloud, hein. Donc ça fait jaser parce qu'ils se disent bah oui, à quoi ça sert? Il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites, mais non, ils vont rajouter des fonctionnalités par rapport à ça. Alors qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Ils vont travailler sur les performances, ils vont travailler sur la sérialisation, hein, sur JSON sérialisation. Sur LinkU, ils vont rajouter Count By et Aggregate By, par exemple. Il y avait aussi des améliorations sur GourBy qui avaient été faites. Voilà, donc pareil, je ferai des exemples très bientôt là-dessus. On va travailler sur tout ce qui est queue, sur collection pour améliorer ça. On a aussi toute une partie sur le chiffrement one-shot de hachage. Ils appellent ça le cryptographic operation. C'est des classes qui utilisent l'algorithme KMake, si vous connaissez. Moi, je m'y connais peu sur cette partie-là. Je maîtrise les fondamentaux de la sécurité, mais je ne pousse pas très loin, hélas, sur cette partie-là. Donc, je fais appel à des experts là-dessus. On a vraiment toute une partie donc, de travail statique one-shot sur encore renforcer la sécurité. Et oui, c'est toute la partie cloud aussi. Donc voilà, on est vraiment sur cette volonté-là. Il y a une nouvelle implémentation persistante de Assembly Builder qui permet de créer toute une partie de gestion de l'assembly aussi en cours et de l'amélioration comme d'habitude sur les performances. Ils accélèrent, intègrent les améliorations apportées par exemple au calculateur JIT que vous connaissez peut-être 64 bits. Et ce qui est bien, donc c'est une question aussi, c'est quelque chose qui est en cours de travail, ils améliorent encore l'AOT. Si vous n'avez pas suivi l'AOT, sachez que c'est toute cette partie où on rajoute du code pour détecter en amont de la génération du code, donc au moment de la compilation, on va rajouter dès qu'on sait sur quelle machine on est, on peut rajouter, on peut détecter des ifs, éviter de les gérer, etc. Tout pour accélérer le développement, l'exécution, pardon. Et ça, c'est super intéressant. Source générateur était les prémices de ça. OK. Et puis, ils optimisent aussi les boucles. Donc ça, c'est un travail sur la détection de génération de code pour les boucles. C'est exactement dans cette idée-là, sur ce compilateur-là. Donc, le native AOT a été amélioré dans ce sens-là. Et même des optimisations PGO, donc toute la partie profil dynamique. Donc voilà, et donc c'est en cours d'amélioration encore depuis la .NET 8 et validé. Voilà, donc on est sur une phase de maturation, une phase d'amélioration et Cloud Native, donc on a hâte de voir les nouveautés. Il y a ASP.NET Core 9 aussi qui va arriver bien sûr en .NET 9. On est en .NET 9 Preview 3. Donc il y a l'injection de constructeurs, ça va être intéressant à regarder. Moi je vais regarder tout ça dans les prochaines semaines. On a Blazor qui est amélioré. Les mises à jour aussi sur Signaler avec prise en charge de type polymorphe par exemple, si on veut gérer le polymorphisme. Voilà, et puis toute la partie API minimal, si on veut travailler ça, dans Web API. Voilà, et puis c'est tout, grosso modo, les mises à jour. Donc c'est pas énorme, mais toujours pareil, ça va améliorer la performance, ça va améliorer le débugage, voilà, des choses comme ça, où c'est un peu plus confortable. Il y a Signaler, comme je disais, et puis vous avez Maui, qui va toujours être amélioré en .NET 9. Ici, qu'est-ce qu'on va prendre? Toute la partie mise à jour d'Android, c'est toujours normal, et la mise à jour de iOS, mais il n'y a pas encore de grandes nouveautés annoncées là-dessus. Voilà sur les mises à jour. Eh bien, ça nous promet des belles sources de tests, de présentation. J'ai hâte de vous présenter tout ça à travers des live Twitch, des vidéos YouTube et de nouveau sur d'autres épisodes de notre podcast. Merci de m'avoir écouté. D'ici là, codez bien. Et je vous dis à très très vite pour d'autres veilles ou d'autres infos ou réflexions autour de notre beau métier de développeur, de développeuse. Allez, ciao.